Bonjour la famille, bienvenue sur Stories with Madesi. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un like, cela compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications de publication pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous alors que nous plongeons dans l'histoire. Le doux ronronnement du moteur de la voiture de Sylvia s'éteignit alors qu'elle se garait dans l'allée de la maison qu'elle avait autrefois appelée son sanctuaire. La lumière du porche était allumée, mais la chaleur qui l'accueillait autrefois ne s'attardait plus. Elle ajusta le col de son blazer beige, attrapa son sac d'ordinateur portable sur le siège passager et entra dans le hall. Il était déjà 21h30 passées. La réunion avec le client s'était prolongée, mais Clifford le savait. Pourtant, quand elle entra, il n'y eut pas de bon retour, pas de baiser sur la joue, pas même un regard. Clifford était assis sur le canapé, les yeux fixés sur la télévision, la lumière de l'écran se reflétant sur son visage inexpressif. La voix du présentateur du journal résonnait dans le salon, mais le silence entre mari et femme était plus assourdissant. Sylvia posa doucement ses clés sur la table d'appoint, jeta un coup d'œil vers la salle à manger et remarqua une assiette couverte. Pas de mots, pas de questions sur le déroulement de la réunion, juste une offrande silencieuse comme pour dire « Tiens, mange », puis disparaît. Elle s'assit seule à table, retira le couvercle de l'assiette et tenta de forcer quelques bouchées du riz et du poulet désormais froid. Le cliquetis de sa fourchette contre l'assiette en porcelaine était le seul bruit dans la maison. Elle ne demanda pas à Clifford de la rejoindre. Elle ne lui demanda même pas pourquoi il n'avait pas appelé. À quoi bon? Au cours de l'année écoulée, leur conversation s'était réduite à des grognements et des roulements d'yeux. Les mots étaient devenus des mines terrestres, et le silence était devenu une survie. « Tu es en retard », marmonna finalement Clifford sans la regarder. La réunion a duré plus longtemps que prévu, répondit doucement Sylvia, guettant sur son visage la moindre lueur d'émotion. Aucune ne vint. Il se leva brusquement et monta à l'étage, la laissant à table avec une bouchée de nourriture et le cœur plein de questions. Sylvia posa sa fourchette, son appétit disparut. Ce n'était pas seulement de la distance. C'était un effacement, comme si elle devenait invisible dans son propre mariage. Le samedi matin n'apporta aucun soulagement. La maison était calme, mais lourde de tension. Sylvia se tenait au comptoir de la cuisine, coupant des mangues pour le petit déjeuner tandis que Clifford faisait défiler sans fin son téléphone, assis à quelques mètres de là. « Je pensais que nous allions voir ta nièce aujourd'hui, » dit Sylvia nonchalamment, en posant une assiette sur la table. « Tu ne m'as jamais dit à quelle heure. » Clifford ne leva même pas les yeux. « Pourquoi me rappelles-tu toujours des choses que je sais déjà » lança-t-il sèchement. Sylvia cligna des yeux, confuse par cette soudaine agressivité. « Je demandais juste. »« Tu parles toujours, Sylvia. »« Toujours. » C'est épuisant, la coupa-t-il. Son ton n'était pas fort, mais il était suffisamment tranchant pour faire saigner. Sylvia s'assit lentement, sa poitrine se serrant. « Alors maintenant, je suis trop haut parce que je veux m'impliquer » demanda-t-elle. Non, tu ne sais juste pas quand la fermer. Les mots la piquèrent si profondément qu'elle détourna le regard, ravalant la boule qui lui montait à la gorge. Ce n'était pas la première fois qu'il disait quelque chose de cruel, mais cette fois, cela s'installa dans ses os comme du givre. La dispute dégénéra, entraînant de petits problèmes sans rapport au centre comme une tornade. « Tu n'étais pas comme ça avant » marmonna Clifford. « Avant quoi » demanda Sylvia, la voix tremblante. « Avant que je t'épouse. Tu étais plus calme, plus douce. Maintenant, tout est prétexte à débat. » Il s'éloigna, la laissant le regarder partir, blessé. Cette nuit-là, ils ne partagèrent pas la même chambre. Sylvia resta dans la chambre d'amis, recroquevillée sur le bord du lit comme une enfant se cachant de l'orage. Ses yeux scrutaient le plafond, sec et brûlant, trop fatigué pour pleurer. Elle se souvint de leurs premières années, comment Clifford l'appelait sa voix préférée, comment il aimait sa perspicacité, son rire, son énergie débordante. Maintenant, il voulait le silence, et pour la première fois, Sylvia se demanda si elle devenait lentement la version d'elle-même qu'il avait créée, muette, pleine de doutes et endolorie. Elle ne lui adressa pas la parole le lendemain matin, lui non plus, mais l'écho de la fermée persistait dans l'air, empoisonnant tout ce qui suivait. 2 semaines plus tard, Sylvia était assise en face de Maggie dans un restaurant tranquille, niché dans un coin de la ville. Le chaud soleil de l'après-midi filtrait à travers les larges fenêtres, adoucissant les ombres sous les yeux de Sylvia.
Elle sourit, mais cela n'atteignit pas ses yeux. Tu as l'air fatigué, dit Maggie, remuant doucement son thé. Le travail a été chargé, répondit Sylvia. Et la maison, demanda Maggie. Il y eut une longue pause. Sylvia baissa les yeux sur son assiette, poussant un morceau de laitue avec sa fourchette. Ça va. Maggie ne parla pas immédiatement. Elle se contenta de regarder son amie avec ce regard intuitif qu'elle avait toujours eu. Vraiment? Ou es-tu simplement devenu doué pour cacher à quel point ça ne va pas? Sylvia soupira et se pencha en arrière, posant sa tête sur le coussin derrière elle. Parfois, j'ai l'impression d'être trop, comme s'il voulait juste que je me taise, et peut-être que je devrais. Maggie se redressa. Toi, trop? Sylvia, tu as été faite pour remplir les pièces. Tu te fais toute petite, et il dit encore que tu es trop bruyante? Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'effacement. Sylvia ne voulait pas pleurer, surtout pas en public, mais les mots de Maggie touchaient une blessure qu'elle ne s'était pas totalement avouée. Il dit que je parle trop, que je me dispute, que je lui fais honte. Maggie tendit la main à travers la table et prit la sienne. Et qu'est-ce que tu réponds à ça? Sylvia hésita. Certains jours, je me demande si c'est moi le problème. Tu ne le es pas, dit fermement Maggie. Le mariage est difficile, mais tu ne peux pas être la seule à te briser en morceaux juste pour le maintenir. Sylvia regarda par la fenêtre, un silence s'installant entre elles, mais pas un silence vide. C'était le genre qui avait du poids. Elle ne répondit pas parce qu'au fond d'elle, elle était d'accord. Pour le reste du déjeuner, Maggie maintint la conversation légère, mais l'esprit de Sylvia restait dans les ombres de sa maison. Cette nuit-là, de retour dans la chambre d'amis, Sylvia ouvrit son journal pour la première fois depuis des mois et n'écrivit qu'une seule phrase. Quand ai-je cessé de me reconnaître? Le dîner avait été prévu des semaines auparavant, une réunion décontractée d'amis et de relations d'affaires de Clifford dans un salon sur un toit-terrasse. Sylvia portait une robe émeraude ajustée, son maquillage subtil, ses cheveux tirés en un chignon élégant. Elle était posée, souriante et courtoise, jusqu'à ce que Clifford fasse d'elle la cible de ses moqueries. Alors que le groupe riait autour d'un verre, il leva son verre et dit avec un sourire narquois, « Sylvia a toujours quelque chose à dire. Elle ferait de la concurrence à la radio. » Des rires suivirent, pas tous cruels, mais aucun réconfortant. Sylvia sentit sa colonne vertébrale se raidir, son sourire vaciller. « Attention, dit-elle légèrement. Je pourrais commencer à facturer le temps d'antenne. » Quelques-uns gloussèrent, mais pas Clifford. Il lui lança un regard qu'elle ne connaissait que trop bien, un avertissement silencieux, froid. Sur le chemin du retour, le silence était plus glacial que l'air nocturne. « Pourquoi as-tu dit ça ?» demanda finalement Sylvia. Clifford garda les yeux sur la route. C'était une blague. Tu rends tout dramatique. Parce que j'en ai marre d'être la blague, dit-elle. Tu m'as embarrassé devant tout le monde. Il ricana. Tu fais ça très bien toute seule. Cette nuit-là, Sylvia pleura silencieusement dans la salle de bain en se brossant les dents. Le bruit de l'eau couvrait ses sanglots. Elle regarda son reflet, son maquillage impeccable maintenant strié de larmes, et murmura, « Qu'est-ce qu'il reste de moi ?» Se glissant dans la chambre d'amis, elle se recroquevilla à nouveau, ses pensées tourbillonnant. Elle se souvint comment Clifford se vantait de son intelligence. Maintenant, il en faisait une arme. Elle se souvint comment il l'appelait autrefois sa muse. Maintenant, elle était son fardeau. Personne ne frappa à sa porte. Pas d'excuses, pas de vérification, rien. Juste le bourdonnement régulier du climatiseur et la prise de conscience croissante que ce n'était pas une phase. C'était une tendance. Cette nuit-là, elle n'écrivit pas dans son journal. Elle ne trouvait pas les mots. Au lieu de cela, elle resta éveillée à se demander comment l'amour avait pu se transformer en cela. Comment les éloges s'étaient fondus en moquerie, et combien il était facile pour Clifford de réécrire sa brillance en agacement. Et le pire, c'est qu'elle avait commencé à le croire. Rosa arriva un jeudi soir pluvieux, une valise à la main et l'inquiétude dans les yeux. Sylvia accueillit sa sœur avec une douce étreinte et un sourire sans conviction, masquant le trouble qu'elle était devenue experte à cacher. « Tu as maigri », remarqua Rosa en retirant son écharpe. « J'ai été occupée », répondit Sylvia, balayant le sujet. La maison sentait les bougies à la vanille et les sols fraîchement nettoyés, mais il y régnait un froid émotionnel qui ne pouvait être masqué. Pendant le dîner, Clifford fut inhabituellement poli,
offrant du vin à Rosa et tenant une conversation superficielle. Sylvia l'observait attentivement, notant avec quelle facilité il pouvait déployer son charme pour quelqu'un qui ne vivait pas avec lui. Rosa remarqua aussi la dynamique, la politesse forcée, le manque de contact visuel entre mari et femme, et la façon dont Sylvia parlait à peine, sauf si on lui adressait la parole. Après que Clifford se soit excusé, Rosa se tourna vers sa sœur. « Tu es devenue silencieuse, dit-elle doucement. Sylvia haussa les épaules. « C'est plus facile comme ça. » Les sourcils de Rosa se froncèrent. « Depuis quand le silence est-il devenu ton armure ?» Le lendemain, pendant que Clifford était au travail, Rosa s'assit en face de Sylvia sur le sol de la chambre, triant le linge. « Tu sais que je le vois, n'est-ce pas ?» dit Rosa en pliant une chemise. « La façon dont tu sursautes quand il entre dans la pièce, la façon dont tu retiens ta respiration. » Sylvia s'arrêta, les mains figées au milieu d'un pli. « Il n'est pas violent, Rosa. Il n'aime juste pas les conflits. » Rosa haussa un sourcil. « Et qui décide de ce qui compte comme un conflit ? Lui ? Parce que te voir demander le respect, ce n'est pas la guerre, Syl. » Sylvia s'assit, des larmes piquant au coin de ses yeux. « Je ne me reconnais même plus. » Rosa tendit la main et lui serra la sienne. Les mots peuvent meurtrir plus profondément que les poings, et certaines ecchymoses ne guérissent pas. Tu penses que parce qu'il n'a pas levé la main, il n'a pas causé de dégâts ? Sylvia ne dit rien. Elle n'en avait pas besoin. Son silence était l'aveu le plus bruyant. Rosa resta encore 2 nuits. Avant de partir, elle serra sa sœur fort dans ses bras et murmura « Ne laisse pas l'amour te convaincre de disparaître. » Sylvia resta près de la porte longtemps après le départ de Rosa, le cœur lourd, les mots de sa sœur se gravant dans son âme. Cela commença par de subtiles réécritures de la mémoire. Clifford disait qu'elle ne lui avait jamais dit des choses qu'elle se souvenait clairement avoir dites. Lorsqu'elle remettait en question ses actions, il la traitait de paranoïaque. « Tu déformes tout », lui dit-il un matin après qu'elle lui ait rappelé une dispute qu'ils avaient eue la nuit précédente. « Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. » Sylvia resta sans voix, se demandant si elle avait en effet tout imaginé. Ces moments devinrent des scénarios fréquents où elle se sentait invisible, inaudible, et même instable. Si elle parlait avec passion, elle était trop émotive. Si elle restait silencieuse, elle était froide et distante. Clifford contrôlait le récit et la laissait douter de sa réalité. Quand elle le confronta finalement, en disant « Tu me manipules, gaslighting », il rit, mais pas gentiment. « Tu crois que j'ai le temps pour tes mots à la mode de thérapie ? Tu lis trop d'articles, Sylvia. C'est ça ton problème. » Elle se détourna, la boule dans sa gorge brûlante. Comment quelqu'un pouvait-il transformer son inquiétude en folie et sa blessure en hystérie ? Au fil du temps, Sylvia commença à rétrécir. Elle filtrait chaque pensée avant de parler, incertaine des mots qui provoqueraient une autre dispute. Elle doutait de son ton, de son timing, de son existence même. Son monde devint plus petit entre les murs de leur maison. Clifford était passé maître dans la manipulation émotionnelle, non pas par la colère, mais par une indifférence calculée. Il n'avait jamais besoin de crier. Son silence punissait plus profondément. Un soir, après qu'elle ait hésité à exprimer sa frustration au sujet d'un projet retardé au travail, Clifford eut un sourire narquois et dit « Tu vois, tu apprends. » Cette phrase la hanta, non pas parce qu'elle était dure, mais parce qu'il avait raison. Elle apprenait à être invisible. Elle apprenait à devenir plus petite pour qu'il puisse se sentir plus grand. Mais une partie d'elle, un petit noyau intact, brûlait encore de colère. Cette nuit-là, elle se retrouva devant le miroir, fixant ses propres yeux. « Ce n'est pas de l'amour, » murmura-t-elle. « C'est de l'effacement. » Et bien que les larmes vinrent à nouveau cette fois, elles ne venaient pas de l'impuissance. Elles venaient de l'éveil. Ce dimanche-là, après le départ de Clifford pour rencontrer un client, Sylvia sortit son vieux journal en cuir du fond de l'armoire. Les pages sentaient encore la lavande et la vieille encre. Cela faisait des années qu'elle n'y avait pas écrit, mais quelque chose en elle aspirait à une conversation avec elle-même. Elle s'assit en tailleur sur le sol de la chambre, un stylo à la main, et écrivit lentement. « J'ai peur d'être en train de me perdre en essayant d'être la femme qu'il veut. » Elle s'arrêta, fixant les mots, puis les souligna 2 fois. Pendant l'heure qui suivit, son stylo s'écoula avec des pensées qu'elle n'avait pas prononcées à voix haute, des doutes, des peurs, de calmes moments de désespoir qu'elle n'avait même pas avoués à Maggie ou Rosa.
L'acte d'écrire ressemblait à une respiration après l'avoir tenue trop longtemps. Dans ces pages, elle n'était ni trop émotive. Elle était simplement elle-même. Et pour la première fois depuis longtemps, elle écouta sa propre voix. Les jours passèrent, et tenir ce journal devint un rituel secret. Chaque soir, après que Clifford se soit endormi ou se soit retiré dans son bureau, elle déversait son cœur sur le papier. À travers les pages, elle vit un schéma qu'elle avait refusé de nommer. L'isolement, le contrôle, les pics subtils qui laissaient des blessures durables. Elle commença à se souvenir de la femme qu'elle était autrefois, pleine d'entrain, expressive, audacieuse, et de la femme qu'elle était devenue, prudente, muette, s'excusant. Une nuit, elle écrivit « Tu n'existes pas pour être petite. Tu n'es pas une ombre. » Elle ferma le journal, les mains tremblantes. On frappa faiblement à la porte, la voix de Clifford, monotone. « Éteins la lumière, Sylvia. » Elle murmura une réponse et éteignit la lumière, mais son esprit resta éveillé. Le fondement de son identité, autrefois soigneusement posé par l'amour, se fissurait. Et cette fois, elle y prêtait enfin attention. La soirée commença comme n'importe quelle autre, avec Sylvia préparant tranquillement le dîner, tandis que Clifford était vautré sur le canapé, les yeux rivés sur son téléphone. L'attention était suspendue dans l'air comme l'humidité avant un orage. Elle avait remarqué la facture d'électricité impayée dans le courrier ce matin-là et, par habitude, l'avait placée sur la console près de la télévision. Ce n'était pas une confrontation, juste un rappel, mais même cela s'avéra être trop. Alors qu'il passait devant la table et remarquait l'enveloppe, il ricana. « Tu essaies de m'embarrasser maintenant ? Laisser traîner des factures comme si j'étais un imbécile irresponsable ?» Sylvia cligna des yeux, confuse. « Je l'ai seulement laissée là pour que tu la voies. C'est tout. » La voix de Clifford monta brusquement. « Tu essaies toujours de prouver quelque chose. Tu penses que je ne sais pas ce que je fais, n'est-ce pas? Que je te suis inférieur maintenant ?» Sylvia le dévisagea, la bouche légèrement entr'ouverte. « Non, Clifford, ce n'est pas ça. C'est juste une facture. » Mais son ton calme ne sembla qu'attiser les flammes. Il se dirigea vers la table à manger, attrapa une assiette en verre qui attendait d'être mise pour le dîner, et la projeta contre le mur. Elle se brisa violemment, le son tranchant la pièce comme un cri. Sylvia resta figée, le souffle coupé. Les éclats de verre gisaient éparpillés sur le carrelage, reflétant le scintillement du lustre au-dessus. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine, la gravité du moment l'ancrant au sol. Le visage de Clifford était rouge, sa respiration saccadée, et d'une voix basse chargée de venin, il marmonna, « Un jour, Sylvia. Un jour, je m'assurerai que tu sois silencieuse pour de bon. » Ce n'était pas un cri, pas un rugissement, juste un murmure, et pourtant il résonnait plus fort que n'importe quelle dispute précédente. Sylvia recula lentement, les yeux rivés sur lui, effrayée à l'idée de lui tourner le dos. Elle ne parla pas, elle ne pleura pas. Elle se dirigea simplement vers la chambre d'amis, ferma la porte et fit glisser le verrou. De l'autre côté du mur, Clifford fit les 100 pas pendant quelques minutes avant de se retirer dans le silence. À l'intérieur, Sylvia s'accroupit sur le sol, les bras enroulés autour d'elle-même alors que son corps tremblait. Les mots se répétaient dans son esprit comme une litanie, « M'assurer que tu sois silencieuse pour de bon. » Ce n'était plus seulement de la cruauté, c'était une menace, et cette prise de conscience changea tout. Sylvia attendit que Clifford quitte la maison le lendemain matin avant de commencer. Avec un calme méthodique, elle sortit son sac de voyage de sous le lit et commença à plier ses essentiels, juste assez pour recommencer. Le dressing, autrefois un espace partagé rempli de cintres assortis et de saisons classées par couleur, ressemblait maintenant au musée d'un amour mort en silence. Elle ne prit que ce qui lui appartenait, les robes qu'elle avait achetées avec son propre argent, ses produits de soins, ses journaux et ses carnets de croquis. Il n'y avait pas de rage dans ses préparatifs, pas de jet d'objets dramatiques ou de larmes sur les souvenirs, seulement de la détermination. Elle savait que si elle hésitait, si elle laissait la nostalgie ou la peur s'insinuer, elle flancherait. Alors elle bougeait en silence, déterminée. Elle plaça son acte de naissance, ses documents et ses titres de propriété dans un dossier brun, des papiers auxquels Clifford n'avait jamais prêté attention, mais qui prouvaient à quel point elle avait construit indépendamment, même mariée. Quand elle eut terminé, elle regarda la pièce une dernière fois. Le rideau à fleurs qu'elle avait choisi pendant leur phase de lune de miel flottait doucement dans la brise. Le lit était parfaitement fait. Cela ne ressemblait pas à quelqu'un qui partait.
Cela ressemblait à quelqu'un qui n'avait jamais eu sa place. Avant de sortir, Sylvia écrivit une seule ligne sur le bloc-notes que Clifford gardait près du réfrigérateur. Tu disais que tu voulais la paix. Maintenant tu l'as. Pas de signature, pas d'adieu. Juste une déclaration silencieuse qu'elle en avait fini. Sa destination était un modeste appartement de l'autre côté de la ville, qu'elle avait acheté des années auparavant comme investissement mais dans lequel elle n'avait jamais vécu. Ironiquement, il lui servirait désormais de sanctuaire. Alors qu'elle fermait la porte d'entrée derrière elle, ses mains tremblaient, mais pas de peur. Elle tremblait de libération. Elle s'éloigna en voiture sans regarder en arrière. La ville semblait inconnue, même si elle y vivait depuis des années. Tout semblait plus net, plus clair, comme si ses yeux s'ajustaient à un monde sans brouillard émotionnel. Ce soir-là, dans son nouvel espace, elle s'assit sur le sol nu, le dos contre le mur, et laissa échapper un long soupir silencieux. Elle n'était pas encore libre, mais elle était partie. Et c'était un commencement. Clifford ne remarqua l'absence de Sylvia que tard dans la soirée. Il était rentré d'un déjeuner d'affaires pour trouver la maison étrangement silencieuse. Aucun bruit d'ustensiles s'entrechoquant dans la cuisine, aucun pas feutré à l'étage. La porte de la chambre d'amis était grande ouverte. Son parfum ne flottait plus. Il entra dans leur chambre et remarqua les vêtements manquants, les tiroirs vides, le présentoir à bijoux dépouillé. Et puis il vit le mot. Il le ramassa lentement, les yeux parcourant l'unique phrase. Un ricanement lui échappa, teinté d'incrédulité. Alors c'est comme ça qu'elle veut jouer, marmonna-t-il. Cette nuit-là, il se versa un verre et attendit. Mais Sylvia ne revint pas. Le lendemain, il lui envoya un texto. Où es-tu? Tu n'as rien dit. Pas de réponse. Puis un second texto. C'est puéril. Toujours le silence. Il essaya d'appeler, puis d'envoyer un email. Il envoya même des roses à son ancien bureau, mais elle avait changé d'adresse. Une semaine passa, et le silence commença à ronger sa confiance. Son contrôle, le confort de son accessibilité, avait disparu. Ce qui suivit, ce furent des tentatives manipulatrices de pénitence déguisées en affection. D'abord, une livraison anonyme de chocolat au salon de son amie Maggie. Puis un bracelet en diamant qu'elle avait autrefois admiré en passant. Et enfin, une montre coûteuse gravée des mots « à ma voix préférée ». Mais Sylvia ne répondit à rien de tout cela. Non pas parce qu'elle n'avait pas reçu les gestes, mais parce qu'ils n'avaient plus de sens pour elle. Le charme qu'il exerçait autrefois puait maintenant le désespoir. Dans son appartement, Sylvia maintenait sa résolution. Elle écrivait dans son journal chaque soir, se reconstruisant lentement. Elle ne s'épanchait pas auprès de Maggie ou de Rosa. Elle n'avait plus besoin de validation. Elle avait besoin de paix. Chaque matin, elle ouvrait grand ses fenêtres, respirant un air non vicié par sa tension. Chaque soir, elle dormait dans un silence qu'elle avait choisi, pas un silence imposé. Elle n'était pas intéressée par la vengeance. Elle ne voulait pas d'excuses. Elle voulait de la distance. Et alors que les jours se transformaient en semaines, cette distance devint sa guérison. Clifford, attendant toujours qu'elle flanche ou revienne, ne réalisa jamais qu'il n'était plus le centre de son monde. Son silence n'était pas une punition, c'était un pouvoir. La salle de conférence était silencieuse, à l'exception du bruissement des papiers et du tic-tac d'une horloge murale ancienne. Sylvia était assise en face de son avocat, Marcus, une présence calme mais vive qu'il avait représentée dans 2 transactions immobilières par le passé. Maintenant, elle avait besoin de lui pour quelque chose de plus profond. « Je veux m'assurer que tout ce qui est lié à moi le reste », dit-elle fermement, sa voix dénuée d'hésitation. Marcus examina les documents qu'elle avait apportés, titres de propriété, relevés de propriété et ses parts de société. « Vous avez fait vos devoirs », remarqua-t-il. Sylvia esquissa un petit sourire. « J'ai eu des années pour comprendre ce qui est à moi. » Au cours de l'heure suivante, Marcus lui expliqua le processus pour isoler ses actifs, transférer le contrôle des références conjointes à la propriété individuelle, mettre à jour les dossiers commerciaux et préparer les déclarations d'indépendance financière. Il pourrait essayer de contester cela, prévint Marcus. Sylvia hocha la tête. Laissez-le essayer. Je veux juste ce que j'ai gagné. Il ne s'agissait pas de prendre la richesse de Clifford, il s'agissait de garder ce qu'elle avait construit seule, brique par brique silencieuse. La semaine suivante, Sylvia fut informée que tous les changements avaient été déposés et approuvés.
Son entreprise de design d'intérieur était désormais entièrement à son nom, Clifford étant légalement retiré de toute ombre d'association. Les 2 propriétés commerciales qu'elle avait achetées avant le mariage étaient maintenant mises à jour au cadastre. Marcus avait même découvert un investissement que Clifford avait tenté d'enregistrer discrètement conjointement, un investissement dont Sylvia n'avait jamais eu connaissance. Il avait antidaté cela il y a 2 ans, expliqua Marcus. Nous l'avons annulé. Attaché frauduleusement, votre nom ne tiendra pas. Sylvia sentit quelque chose en elle s'apaiser, une respiration intérieure enfin expirée. Pendant ce temps, Clifford reçut les notifications légales et fut stupéfait de rage. Il essaya d'appeler à nouveau, seulement pour apprendre que le nouveau numéro de Sylvia n'était pas répertorié. Elle pense qu'elle peut m'exclure, marmonna-t-il pour lui-même. Mais ce qui le déstabilisait le plus, c'était la réalité qu'elle l'avait déjà fait. Elle n'était pas seulement partie physiquement, elle démêlait chaque corde financière et émotionnelle qui les liait. Clifford faisait les 100 pas dans leur maison, des papiers éparpillés sur la table, sa fierté meurtrie. Sylvia, de son côté, était au bureau de son appartement, esquissant une nouvelle proposition de design, ses doigts se déplaçant régulièrement sur du papier blanc propre. Sa fondation était à nouveau sienne, solide, inébranlable, et entièrement sienne. Clifford commença à remarquer l'absence, non seulement sous forme physique, mais dans le vide qui résonnait dans la maison. La table du petit déjeuner restait mise pour 2 par habitude, bien qu'une seule assiette ne soit jamais touchée. Ses pantoufles au bord du lit avaient disparu, les douces lavandes qu'elle portait quand elle préparait son thé du matin. Chaque trace de sa présence quotidienne avait disparu avec elle, et cela commença à le hanter de petites manières insidieuses. Un soir, il entra dans le bureau et ouvrit le tiroir du bas du bureau, celui où elle gardait ses journaux, ses vieilles cartes d'anniversaire et ses références artistiques. Il était vide. Il s'assit, fixant l'espace comme s'il s'attendait à ce qu'elle entre et le gronde gentiment pour avoir fouiné, mais la pièce resta silencieuse, et ce silence, autrefois son arme, ressemblait maintenant à une punition. Il essaya de l'appeler à nouveau, plus par désespoir que par intention. Quand il entendit la tonalité morte, il lança le téléphone à travers la pièce. « Elle ne peut pas simplement disparaître », murmura-t-il, en colère contre sa résolution, contre sa force. Il commença à sombrer, non pas extérieurement, mais intérieurement. La confiance qu'il portait autrefois comme une armure se fissurait sous le poids de sa solitude. Clifford commença à sauter des réunions, à perdre sa concentration sur ses projets. Il regardait ses anciennes photos sur son téléphone, les faisant défiler comme quelqu'un pleurant les vivants. Sur l'une, elle riait, ignorant que la photo était prise, les yeux plissés, la main devant la bouche. C'était un rire qu'il n'avait pas entendu depuis plus d'1 an. « Tu avais l'habitude de me regarder comme si j'étais ta maison », se marmonna-t-il. Le souvenir ne le réconfortait pas, il le narguait. Mais son regret n'était pas pur. Il n'était pas rempli de remords pour ce qu'il avait fait, mais d'irritation pour ce qu'il avait perdu. Elle ne lui manquait pas parce qu'il l'aimait. La sensation d'être au centre de la vie de quelqu'un d'autre lui manquait. Sylvia, pendant ce temps, passait ses soirées à regarder le ciel depuis son petit balcon, sirotant son thé dans une solitude paisible. Elle ne pensait pas à lui avec colère ou désir. Elle ne pensait tout simplement pas à lui du tout. Et pour Clifford, ce silence imperturbable piquait plus que n'importe quel au revoir n'aurait jamais pu le faire. Des mois passèrent avant que Sylvia n'ait à nouveau des nouvelles de Clifford. Cela vint sous la forme d'un message vocal, sa voix plus douce, hésitante, répétée. « Sylvia, je ne sais pas si tu entendras ça, mais j'ai réfléchi. À tout. À nous. J'avais tort. J'ai été cruel. Peut-être qu'on pourrait parler. Juste une fois. Dîner à la maison. Pour tourner la page. » Sylvia écouta le message 2 fois. Non pas parce qu'il lui manquait, mais parce que le calme dans sa voix était inhabituel. Elle ne répondit pas immédiatement. Elle laissa reposer. 2 jours plus tard, elle en parla à Maggie lors d'un brunch. « Il veut dîner », dit Sylvia, remuant lentement son café. La fourchette de Maggie s'arrêta en l'air. « Et tu y penses ?» Sylvia hocha la tête, non pas avec naïveté, mais avec certitude. « Pas parce que je veux une réconciliation. Je veux juste voir par moi-même qui il est vraiment maintenant. » Maggie se pencha en arrière, l'étudiant. « Promets-moi que tu n'iras pas là-bas en espérant retrouver ton ancien toi dans ses yeux. » Sylvia sourit doucement. « J'ai enterré cette version de moi il y a longtemps.
Le soir où elle choisit d'y aller, elle s'habilla simplement. Chemisier crème, jean foncé, pas de maquillage. Elle ne s'y rendait pas pour impressionner ou provoquer. Alors qu'elle approchait de la maison, ses mains étaient stables, son esprit calme. Le portail grinça légèrement alors qu'elle le poussait, et le jardin avait l'air étrangement entretenu, comme si quelqu'un avait essayé de recréer la normalité. Clifford ouvrit la porte presque instantanément, comme s'il s'était tenu derrière. « Sylvia, dit-il, tentant un sourire qui n'atterrit pas tout à fait. « Merci d'être venue. » Elle entra, laissant l'air familier frapper ses sens. La maison était propre, étrangement silencieuse. La table avait été mise dans la salle à manger. Bougie, bol à soupe, une bouteille de vin rouge. « Tu n'étais pas obligé de faire tout ça, dit-elle. Clifford gloussa. « J'ai pensé que ça devrait être spécial. » Sylvia jeta un coup d'œil à la table, puis à lui. Quelque chose dans ses entrailles se tordit légèrement, non pas de peur, mais d'instinct. Pourtant, elle prit place avec grâce. Il ne s'agissait pas de lui. Il s'agissait de regarder le dernier acte d'un chapitre qu'elle avait depuis longtemps cessé de lire. Et bien que Clifford ne le sache pas, Sylvia n'était pas venue pour tourner la page. Elle était venue pour confirmation. La pièce semblait familière, mais donnait une impression d'étrangeté, comme si chaque coin avait été arrangé pour recréer un moment qui n'existait plus. Clifford guida Sylvia vers le siège en face du sien, sa paume effleurant brièvement le dos de sa chaise, un geste qui aurait autrefois remué quelque chose en elle. Maintenant, il plana simplement et tomba à plat. Elle balaya la table du regard. 2 cuillères en argent poli, des serviettes pliées en triangle soigné, sa marque préférée de vin rouge respirant dans une carafe, et à côté, un bol fumant de soupe de gombo avec du sémovita, un repas qu'elle n'avait pas mangé depuis des mois. « Tu t'es souvenu que j'aimais ça » murmura-t-elle en s'asseyant. Clifford sourit finement. « Certaines choses ne s'effacent pas. » Sylvia fit un signe de tête polie, bien que le malaise s'enroulait étroitement dans son estomac. Il y avait quelque chose de trop répété dans la mise en scène, de trop parfaitement nostalgique, comme une scène préparée pour un script. « Je voulais qu'on parle, » dit Clifford en lui servant du vin. « Je te dois bien ça. » Elle ne toucha pas le verre. Clifford attrapa sa cuillère, mais s'arrêta. « Tu as l'air bien, Sylvia, » dit-il, comme s'il avait besoin de dire quelque chose avant que le silence ne l'engloutisse. « Merci, » répondit-elle. « La paix me va bien. » La réplique atterrit comme une gifle, bien qu'elle n'ait pas élevé la voix. Il gloussa doucement. « Je le mérite. » Il prit sa cuillère. « J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir. Je n'ai pas bien géré les choses. J'étais en colère, mais je... » « Tu as été violent, » corrigea-t-elle, d'une voix stable et claire. « Pas seulement en colère. » Clifford se raidit. « Ce n'était pas moi, pas le vrai moi. J'étais sous pression. Les affaires. Le stress. » Sylvia secoua la tête. « Il n'y a aucune version de toi que j'ai rencontrée qui ne savait pas comment couper avec les mots. » Ses yeux dérivèrent vers la soupe, son arôme devenant en quelque sorte écrasant maintenant. Clifford remua distraitement son propre bol. « Peut-être que j'avais besoin de te perdre pour comprendre ce que j'avais. » Sylvia eut un faible sourire, bien que son regard ne s'adoucisse pas, ou peut-être avais-tu besoin de me perdre pour réaliser que je n'étais jamais tienne à détruire. Un silence chargé emplit la pièce. Dehors, le vent poussait contre les fenêtres, et pendant un moment, on aurait dit que la maison expirait avec eux. Alors que Clifford se levait pour aller chercher quelque chose dans la cuisine, probablement une 2e bouteille de vin, Sylvia saisit l'instant. Ses instincts, aiguisés par des mois de distance et de réflexion, picotèrent d'un avertissement qu'elle ne pouvait ignorer. Elle se pencha rapidement en avant et échangea leur bol de soupe. Ce fut un mouvement silencieux, fluide, pratiqué lors d'innombrables soirées à servir et débarrasser la vaisselle pendant leur mariage. Elle se rassit calmement, juste au moment où Clifford revenait avec un sourire désinvolte et un 2e verre. « Je me souviens que tu n'aimais jamais la première gorgée, » dit-il en remplissant le vin qu'elle n'avait pas touché. Trop acide. Sylvia eut un mince sourire, notant comment chaque phrase ce soir avait été trempée de douceur, comme s'il essayait de faire mariner la culpabilité dans la nostalgie. Clifford prit sa cuillère et commença à manger sans hésitation. « Je vois un thérapeute, » dit-il entre 2 bouchées, pour essayer de comprendre mes schémas. Sylvia pencha la tête, l'étudiant. « C'est bien. La thérapie est un miroir.
Certaines personnes ont juste peur de ce qu'elles vont voir. Il gloussa doucement, s'essuyant la bouche. Ce n'est pas facile, mais j'apprends, et je pense que j'ai changé. Il fit un geste vers son bol. Tu ne manges pas. J'attends que ça refroidisse, répondit-elle, sa voix égale. Clifford hocha la tête et retourna à son repas, mâchant lentement. Sylvia regardait. Son estomac se tordit en mille nœuds. La pièce devenait plus petite à chaque seconde qui passait, comme si l'air en était siphonné. Clifford leva les yeux et sourit. Tu avais l'habitude de fredonner quand tu cuisinais. La cuisine est bien silencieuse sans toi. Sylvia ne répondit pas. Elle jeta un coup d'œil vers la fenêtre. La nuit était complètement tombée, projetant de longues ombres sur le sol. Elle regarda à nouveau la main de Clifford trembler légèrement alors qu'il plongeait à nouveau la cuillère. Son souffle se coupa, mais elle garda son visage impassible. « Crois-tu que les gens changent vraiment ?» demanda-t-elle, sa voix presque un murmure. Clifford leva les yeux de son bol et rencontra son regard. « J'essaie de le faire. » Parfois, dit-elle doucement, la personne qui essaie de changer est la même que celle qui a allumé le feu. Il s'arrêta, incertain de la façon de répondre. Ses doigts tremblèrent à nouveau. Et puis finalement, la cuillère tomba de sa main sur la table dans un cliquetis. Le métal de la cuillère résonna contre l'assiette en céramique comme une petite cloche d'alarme. Le visage de Clifford se déforma, d'abord la confusion, puis une horreur lente et naissante alors qu'une crampe aiguë lui saisissait l'abdomen. Sylvia ne bougea pas. Ses mains restaient jointes sur ses genoux, ses yeux calmes mais alertes. Clifford se leva brusquement, renversant sa chaise, un gémissement de douleur s'échappant de ses lèvres. « Quoi ? Qu'est-ce qui se passe » halta-t-il. « Qu'est-ce que tu… » Il la regarda avec de grands yeux tremblants. Sylvia pencha la tête. « Tu as échangé quelque chose, n'est-ce pas ?» Clifford tituba en arrière, ses genoux flageolants alors qu'il s'appuyait contre la table à manger pour se soutenir. « Non, non, ses mots se brisèrent en spasmes. « Je ne voulais pas. » Sylvia se leva alors, lentement, délibérément. « Tu as essayé de me tuer ce soir, n'est-ce pas, Clifford ?» Sa voix ne tremblait pas. Elle était stable, plus froide qu'il ne l'avait jamais entendue. Clifford s'effondra sur le sol, griffant sa poitrine. C'était juste un peu. Juste quelque chose pour te faire. Arrêtez. Juste une leçon, s'étouffa-t-il. Une leçon, répéta-t-elle doucement, presque comme si elle goûtait le mot. Tu voulais m'empoisonner parce que tu ne pouvais pas supporter ma voix, parce que le silence ressemblait à du pouvoir pour toi. Les yeux de Clifford s'emplirent d'eau maintenant, non pas d'émotion mais de pure panique. Sa respiration était aiguë, irrégulière. S'il te plaît, appelle quelqu'un, halta-t-il. Sylvia attrapa son téléphone et composa les services d'urgence. Oui, nous avons besoin d'une ambulance. Homme. Fin de la trentaine, ingestion possible d'une substance toxique. Non, il respire encore. Elle baissa les yeux vers Clifford alors qu'elle terminait l'appel. Les secours arrivent. Tu vas vivre, mais tu n'oublieras jamais ça. Clifford gémissait sur le sol, se tenant le ventre. Pourquoi ? Pourquoi tu ne l'as pas mangé ? Elle se pencha plus près, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Parce que j'ai arrêté de te faire confiance le jour où tu as commencé à essayer de me faire taire. Les sirènes résonnaient faiblement au loin. Sylvia se tenait près de la porte, sa silhouette immobile, les yeux secs. Elle n'avait jamais imaginé ce genre de conclusion, mais elle était là, se déroulant douloureusement devant elle. Et cette fois, ce ne serait pas elle qui resterait brisée. Les ambulanciers arrivèrent rapidement, leurs uniformes un flou d'urgence alors qu'ils prenaient d'assaut la maison. Clifford gisait sur le sol, pâle, trempé de sueur, ses lèvres légèrement bleues sur les bords. Un des intervenants vérifia ses signes vitaux tandis qu'un autre commençait à lui administrer de l'oxygène. Sylvia s'écarta, les bras croisés, son expression indéchiffrable. Elle leur avait dit tout le nécessaire au téléphone, sans émotion, juste des faits. Il est toujours conscient, rapporta un ambulancier, mais il faiblit. La tension artérielle chute. Clifford gémit, essayant de parler, mais les mots étaient pâteux, inintelligibles. Madame, demanda doucement un intervenant. Savez-vous quelle substance il a ingérée ? Sylvia secoua lentement la tête. Non, mais je soupçonne qu'il a drogué la nourriture.
Mon bol a été échangé. Il avait peut-être l'intention de m'empoisonner. L'ambulancier s'arrêta, surpris, puis hocha la tête et relaya la note à la centrale. Clifford s'agrippa au poignet de l'ambulancier avec le peu de force qui lui restait. Ne la laissez pas partir, halta-t-il, mais ses mots se dissolvirent dans une quinte de toux. Sylvia détourna le visage, non pas par culpabilité, mais par détachement. Alors que le brancard passait devant elle, elle regarda Clifford une dernière fois. Ses yeux rencontrèrent les siens, injectés de sang et vitreux de peur. « Pourquoi, Sylvia » gémit-il, sa voix brisée et fragile. « Je devrais te poser la question » répondit-elle calmement, son ton vide de colère, juste de tristesse. « Je n'ai pas essayé de te tuer, Clifford. Je ne t'ai juste pas empêché de révéler qui tu es. » Il essaya de parler à nouveau, mais son corps le trahit, convulsant alors que le brancard était chargé dans l'ambulance. Elle ne suivit pas. Au lieu de cela, elle resta dans le salon, seule au milieu des bougies vacillantes et des chaises renversées. La maison était à nouveau silencieuse, mais ce n'était pas le même silence qu'elle avait connu il y a des mois. Ce silence était lourd de finalité. Elle se dirigea vers la cuisine, retira lentement les 2 verres de vin intacts de la table et les vida dans l'évier. Puis elle rinça les bols et les empila soigneusement dans le lave-vaisselle. Il n'y avait aucun tremblement dans ses doigts, aucun cœur qui s'emballe. Elle ressentait tout et rien à la fois, comme quelqu'un qui venait d'échapper à un incendie, la fumée persistant encore, mais le pire étant déjà derrière elle. Le couloir de l'hôpital était stérile et lumineux, rempli d'un chœur de moniteurs bipant et d'une urgence feutrée. Sylvia était assise dans la salle d'attente, son manteau plié proprement sur ses genoux, les yeux fixés sur un écran de télévision en sourdine diffusant les nouvelles locales. Elle n'avait appelé personne, ni Maggie, ni Rosa. Ce n'était pas un moment qu'elle avait besoin de partager. Elle était là pour la clarté juridique, rien de plus. Une infirmière s'approcha finalement, un presse-papier à la main. « Êtes-vous Madame Okafor » demanda-t-elle. Sylvia hocha la tête. « Il est stable mais faible » expliqua l'infirmière. « Nous avons fait un lavage d'estomac, mais on s'inquiète du temps que la substance est restée dans son corps. Le médecin traitant vous parlera sous peu. » Sylvia la remercia, puis retourna à son siège. Pendant qu'elle attendait, elle ne pensait pas à Clifford, mais à tous les moments où elle avait réprimé sa voix pour éviter des scènes comme celle-ci, chambre d'hôpital, urgence, explication nécessitant qu'elle se défende pourquoi elle ne s'était pas simplement tue. Le docteur Emeka arriva 20 minutes plus tard, un homme d'âge moyen aux yeux fatigués et à la voix calme. « Êtes-vous sa femme » demanda-t-il. « Séparée » corrigea Sylvia. « Mais oui, je suis répertorié comme personne à contacter en cas d'urgence. » Le médecin hocha la tête. « Votre mari a ingéré une concentration toxique d'un composé à base de carbofurant, très dangereux. D'après notre analyse, il a été récemment préparé, possiblement dans la nourriture. » Sylvia détourna le regard un instant, hochant lentement la tête. « Il a préparé le dîner, dit-elle, et il a mangé ce qui m'était destiné. » Le docteur Emeka soupira. « Il a de la chance. Plus longtemps et nous parlerions d'insuffisance organique. » Il fit une pause. « Il y a une chose. Il a du mal à se souvenir des choses, en particulier des dernières heures avant qu'il ne s'effondre. C'est peut-être temporaire, mais il y a eu un impact neurologique. » Les sourcils de Sylvia se levèrent faiblement. « Amnésie ? » « Partielle » confirma le médecin. « Cela pourrait passer, ou non. Nous allons le surveiller. Nous avons contacté l'unité de toxicologie pour nous aider. » Elle le remercia poliment, mais son esprit était déjà ailleurs. L'ironie était frappante. L'homme qui avait tenté de l'effacer avec du poison s'était maintenant effacé lui-même. L'univers, semblait-il, avait sa propre façon de rétablir l'équilibre. Et Sylvia, pour la première fois depuis des années, ne se sentait pas responsable de nettoyer les dégâts de quelqu'un d'autre. Le bip lent et rythmé du moniteur cardiaque remplissait la chambre d'hôpital, se synchronisant parfaitement avec la montée et la descente peu profonde de la poitrine de Clifford. Sylvia se tint près de la porte pendant plusieurs minutes avant d'entrer, le regardant à travers la vitre. Il avait l'air plus petit maintenant, presque enfantin, avec des tubes sortant de son bras et une pâleur grise teintant sa peau. Alors qu'elle entrait enfin, ses talons claquant doucement contre le carrelage, il remua légèrement. Ses yeux s'ouvrirent en clignant, désorientés, scrutant la pièce. Quand ils se posèrent sur elle, il n'y eut aucune reconnaissance. Juste de la curiosité.
Bonjour, dit-il faiblement, la voix sèche. Sylvia hocha lentement la tête. Vous êtes à l'hôpital. Vous avez eu une urgence médicale. Les médecins ont dit que vous pourriez ne pas vous souvenir de tout. Clifford cligna des yeux, confus. Je ne me souviens même pas. Quel jour sommes-nous? Elle s'approcha du pied du lit, se tenant droite. Est-ce que le nom de Sylvia Okafor vous dit quelque chose? Il secoua doucement la tête, grimaçant au mouvement. Je suis désolé. Le devrait-il? Sa poitrine se serra, mais pas de douleur. De confirmation. Vous étiez mon mari, dit-elle simplement. Nous sommes séparés depuis un moment. Je suis venu ici parce que vous m'aviez désigné comme personne à contacter en cas d'urgence. Clifford déglutit difficilement, la regardant à nouveau comme s'il étudiait une étrangère. Je vous ai fait du mal, n'est-ce pas? Demanda-t-il. Les yeux de Sylvia se verrouillèrent dans les siens. Oui, de nombreuses fois. Il ferma brièvement les yeux, submergé par le poids de cette connaissance. J'aimerais pouvoir m'en souvenir pour m'excuser. Sylvia s'approcha, mais pas assez pour le toucher. Je ne suis pas venu ici pour des excuses. Je suis venu pour m'assurer que vous respiriez. Elle jeta un coup d'œil aux machines qui l'entouraient, tic-tacant et clignotant comme des témoins d'un crime oublié. Et maintenant que c'est le cas, dit-elle doucement, je peux partir. Clifford ne protesta pas. Il ne plaida pas. Il cligna simplement des yeux, déconcerté et vide. Sylvia sortit de la pièce, les épaules droites. C'est pas mesuré. Pendant des années, elle avait rétréci dans l'ombre de cet homme. Maintenant, même son souvenir ne pouvait la retenir. Le tic-tac derrière elle s'estompa alors qu'elle quittait le couloir. Son silence était désormais quelque chose qu'elle choisissait, pas quelque chose dans lequel elle était forcée. Clifford passa les jours suivants sous surveillance médicale, entouré de machines, d'infirmières et d'un brouillard qu'il ne pouvait naviguer. Chaque fois qu'il ouvrait les yeux, il était confronté à des questions auxquelles il ne pouvait répondre. Son anniversaire, son métier, qui était la femme dans le cadre photo à côté du lit. C'était une photo de lui et Sylvia datant d'il y a des années, souriant devant une galerie d'art. Il l'étudiait souvent, espérant que l'image ferait sauter quelque chose. C'est votre femme, disait doucement l'infirmière. Ex-femme, corrigea Sylvia un matin alors qu'elle entrait avec un dossier à la main. Clifford cligna des yeux vers elle. Je ne me souviens toujours de rien à notre sujet. Elle eut un faible sourire, bref et réservé. Peut-être que c'est mieux comme ça. Elle tendit le dossier à l'infirmière de service. Documentation légale. Je me retire de toutes les listes de contacts d'urgence. Sa famille peut prendre le relais maintenant. Clifford se tourna lentement vers elle. Pourquoi est-ce que ça ressemble à un adieu? Parce que c'en est un, répondit-elle en gardant ses distances. Vous ne vous souvenez peut-être pas de ce que vous avez fait. Mais moi, oui, et je ne le revivrai pas. Il ouvrit la bouche pour répondre mais hésita. Je veux croire que je n'étais pas cruel. Sylvia le regarda longuement et fixement. Croire et savoir sont deux choses très différentes, Clifford. Et j'ai vécu de l'autre côté de ce dont vous ne vous souvenez pas. Il y eut un silence entre eux. Les machines continuaient leur rythme. Clifford l'étudiait, sa posture, ses yeux, son ton. Il ne la reconnaissait pas. Mais il sentait quelque chose de douloureux derrière son calme. Je suis désolé, dit-il doucement. Sylvia hocha la tête, non pas comme un accusé de réception, mais comme une conclusion. Prenez soin de vous, murmura-t-elle avant de se tourner vers la porte. Alors qu'elle partait, la lumière du couloir se déversa sur le sol en linoléum comme une nouvelle aube. Clifford se laissa retomber contre son oreiller, confus et vide. En perdant la mémoire, on lui avait donné quelque chose qui lui avait été refusé pendant des années, la paix. Sylvia, cependant, avait enfin récupéré la sienne à la dure, avec à la fois la mémoire et la clarté intacte. Le hall de l'hôpital semblait plus froid que d'habitude lorsque Sylvia revint le lendemain, non pas par culpabilité, mais par obligation. Marcus l'avait suggéré. Tourner la page est important pour vous deux, avait-il dit. Sylvia n'était pas convaincue. Pourtant, elle vint, vêtue d'une robe gris anthracite et de talons bas, tenant une enveloppe scellée dans une main. Alors qu'elle entrait dans la chambre de Clifford, il se tourna lentement depuis la fenêtre, où la lumière du soleil filtrait à travers des stores à moitié fermés. Il avait meilleure mine, sa couleur était revenue, son corps plus fort.
Mais ses yeux gardaient toujours cette même vacuité, celle qui vient de l'oubli de la douleur qu'on a infligée. « Vous êtes revenu » dit-il doucement. Sylvia fit un bref signe de tête. « Juste pour rendre ça. » Elle posa l'enveloppe sur la petite table de chevet. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. « Les papiers du divorce. Ils ont été signés il y a longtemps. Je ne vous les ai juste jamais donnés. » Clifford attrapa l'enveloppe avec hésitation, comme si elle contenait un fantôme. « Je ne me souviens toujours de rien, dit-il. Mais on m'en a dit assez pour savoir que je n'étais pas un homme bon. » Sylvia ne tressaillit pas. Vous étiez le genre d'homme qui faisait ressembler le silence à une sentence. Mais j'ai purgé ma peine. Elle se dirigea vers la fenêtre et regarda dehors brièvement. C'est étrange. Je pensais que je ressentirais du triomphe en m'éloignant de ça. Mais tout ce que je ressens, c'est du soulagement. Clifford l'étudia attentivement. Vous semblez différente, plus forte. Je le suis, répondit-elle. Parce que maintenant je connais la valeur de la paix, et le coup d'ignorer les signes avant-coureurs. Il baissa les yeux sur l'enveloppe, puis de nouveau sur elle. J'espère qu'un jour, si je me souviens, je comprendrai pourquoi je vous ai perdu. Sylvia eut un faible sourire, presque compatissant. Vous ne m'avez pas perdu, Clifford. Vous m'avez laissé partir bien avant de savoir que vous l'aviez fait. Elle se retourna, ses talons doux contre le linoléum. C'est la dernière fois que nous nous verrons. Il ouvrit la bouche pour parler, mais elle était déjà sortie. Clifford fixa la porte longtemps après qu'elle se soit fermée, tenant fermement l'enveloppe. Quelque part en lui, le vide s'agita, non pas à cause de la mémoire, mais des conséquences. Sylvia se tenait à l'entrée de son nouveau studio de design, les clés à la main, alors que le soleil doré du matin se déversait sur les sols polis et les murs blancs vierges. Cela lui avait pris des mois de planification tranquille, réinvestissant les gains d'anciens clients, liquidant quelques actifs et faisant à nouveau confiance à ses instincts. Le studio était petit mais ouvert, rempli de potentiel et de paix. Alors qu'elle entrait et verrouillait la porte derrière elle, un sourire étira ses lèvres pour la première fois depuis longtemps. Elle ouvrit les grandes fenêtres une par une, laissant l'air frais remplir l'espace, apportant avec lui un sentiment de renouveau. Elle se dirigea vers sa table à dessin, passa ses doigts le long de son bord et sortit une feuille de papier calque fraîche. Sa main bougea automatiquement, esquissant les premières lignes d'un nouveau projet. Rien de commandé, juste sa vision. Pour une fois, elle ne construisait pas pour quelqu'un d'autre. Elle construisait pour elle-même. Cet après-midi-là, Maggie passa avec des fleurs, un bouquet de tournesols et de roses blanches. Pour la femme qui a transformé le silence en sanctuaire, dit-elle avec un grand sourire. Sylvia rit, prenant les fleurs avec des mains reconnaissantes. Tu sais toujours comment faire une entrée. Maggie regarda autour du studio, les yeux écarquillés d'admiration. Cet espace, c'est toi, enfin. Sylvia plaça le bouquet dans un vase près de la fenêtre et se retourna. J'ai l'impression de respirer à nouveau. Maggie hocha la tête. Tu respires. Fini de chuchoter pour survivre. Fini de s'excuser d'exister trop bruyamment. Sylvia s'appuya contre le bureau, les bras croisés nonchalamment. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais rétréci jusqu'à ce que je me revoie pleinement. J'ai presque cru que j'étais difficile à aimer. Maggie s'approcha et lui prit la main. Tu n'as jamais été difficile à aimer. Tu étais juste avec quelqu'un qui ne savait pas ce que signifiait l'amour. Elles restèrent en silence un moment, pas le genre gênant, mais le genre sacré, celui né d'une histoire partagée et d'une guérison méritée. Sylvia regarda à nouveau autour de son studio, l'espace rempli de lumière et de promesses. Elle n'avait plus besoin que quiconque la valide. Elle était devenue sa propre affirmation. L'auditorium n'était pas immense, mais il était rempli à capacité. Des rangées de femmes d'âge variés, chacune avec des carnets sur les genoux et de l'espoir dans les yeux. Sylvia ajusta le microphone attaché à son col et inspira lentement alors qu'elle se tenait derrière le podium transparent. Elle n'était pas là en tant que célébrité, ni n'avait été présentée avec des titres ou des distinctions. Elle était simplement Sylvia, une conférencière invitée par un groupe local d'autonomisation des femmes pour partager son parcours de reconstruction. Elle commença lentement, choisissant ses mots avec soin. Parfois, nous ne partons pas la première fois que nous sommes brisés, dit-elle doucement. Nous partons la première fois que nous croyons que nous méritons mieux. Il y eut une pause dans la salle, une respiration collective retenue. Sylvia n'entra pas dans les noms ou les détails précis,
seulement la vérité dite en métaphore. Elle parla de la façon dont le bruit peut se faire passer pour de l'amour, comment le silence peut être utilisé comme une arme, et comment la force se cache parfois dans la décision la plus silencieuse de s'éloigner. Elle jeta un bref coup d'œil à la foule et vit les hochements de tête, les larmes, les stylos griffonnant ces phrases comme des bouées de sauvetage. Je vivais dans une maison où ma voix m'était devenue étrangère, continua-t-elle. Jusqu'à ce qu'un jour, j'arrête d'essayer d'être comprise et que je commence à m'écouter moi-même. Les applaudissements vinrent lentement au début, puis grandirent avec un tonnerre silencieux. Après la session, beaucoup firent la queue pour lui parler, non pas pour poser des questions, mais pour dire merci. Une femme plus âgée lui serra les mains et murmura « Vous venez de décrire mes 20 dernières années ». Une adolescente aux yeux timides dit « Je ne savais pas qu'il était acceptable de choisir la paix ». Maggie, assise au fond, regardait son amie avec une fierté silencieuse, épongeant discrètement ses joues. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle rentrait en voiture, Sylvia regarda par la fenêtre. « Je n'ai pas eu l'impression de le revivre », murmura-t-elle. « J'ai eu l'impression de le laisser partir. » Maggie hocha la tête depuis le siège conducteur. « Parce que ce n'est plus ta blessure, c'est ta sagesse. » Sylvia sourit faiblement, regardant les lumières de la ville se brouiller. Sa voix avait été autrefois étouffée par la peur. Maintenant, elle se déplaçait à travers les pièces et les cœurs comme une révolution tranquille. La maison semblait plus froide maintenant, bien que le climatiseur n'ait pas changé. Clifford était assis dans le salon, portant un vieux pull, un que Sylvia lui avait acheté lors d'un anniversaire oublié. Il passa ses doigts le long de la coudoir du canapé, comme si la texture pouvait déclencher un souvenir. Mais rien ne vint. Son esprit était toujours un puzzle dispersé aux pièces manquantes. Les médecins disaient que la guérison pourrait être partielle ou indéfinie. Quoi qu'il en soit, le temps perdu ne pouvait être récupéré. Une boîte de documents reposait sur la table basse. Vieux dossiers juridiques, relevés bancaires, papiers de divorce. Toutes choses qu'il reconnaissait en format, mais pas en contexte. Il passait des heures à essayer de les lire, de donner un sens à la version de lui-même qui avait créé cette piste. C'était comme apprendre à connaître un étranger qui portait son visage. Une page portait le nom de Sylvia en gras, à côté d'un langage juridique qui le transperçait comme le gel. Elle l'avait déjà laissé partir. Et pourtant, le fantôme de son rire semblait résonner dans les coins de la maison où il ne se souvenait pas l'avoir aimée. Il erra dans le bureau un après-midi et trouva un journal, le sien. Il ne restait que quelques pages, probablement par accident. Il s'assit et l'ouvrit sur une ligne écrite à l'encre penchée. Certains hommes ne réalisent pas les dégâts avant que le silence ne devienne plus fort que les cris ne l'ont jamais été. Clifford ferma le livre lentement, pressant ses paumes contre ses yeux. Il ne se souvenait pas d'avoir dit des choses cruelles, ne se souvenait pas des disputes, ni des menaces. Mais il se souvenait à quel point la maison était devenue vide. Il se souvenait que quelque chose de beau avait autrefois vécu ici, et que quoi qu'il ait fait, il avait dû tout réduire en cendres. Carl, son ami d'enfance, vint lui rendre visite ce soir-là et trouva Clifford assis dans le noir. « Ça va » demanda doucement Carl. Clifford leva les yeux. « Penses-tu que les gens méritent une seconde chance quand ils ne se souviennent pas de ce qu'ils ont fait de mal la première fois ?» Carl hésita, puis répondit, « Pas si leur seule motivation est l'absence de douleur au lieu de la responsabilité. » Clifford hocha lentement la tête. Il ne comprenait pas totalement l'homme qu'il était. Mais il commençait à le pleurer tout de même. Rosa frappa une fois avant de déverrouiller la porte d'entrée de Sylvia avec le double des clés. « Ne tire pas. »« C'est juste moi », lança-t-elle joyeusement, entrant avec un grand sac en toile sur l'épaule. Sylvia leva les yeux de son îlot de cuisine, où elle sirotait un thé et dessinait avec un crayon sur du papier calque. « Je devrais changer l'emplacement de ce double. Tu abuses de tes privilèges. » Rosa sourit et laissa tomber le sac. « J'ai apporté des bananes plantains, de l'huile de palme et de la sagesse non sollicitée. » Sylvia leva les yeux au ciel affectueusement. On dirait une tempête parfaite. Elles s'étreignirent et Rosa recula pour admirer l'apparence de sa sœur. « Tu as l'air plus légère. Je veux dire émotionnellement. Tu te portais comme une étagère pleine d'objets fragiles. » Sylvia haussa les épaules, souriant doucement. « Certaines choses ont dû se briser pour que je puisse balayer les morceaux. » Rosa aida à déballer les courses, jetant un coup d'œil autour de l'appartement soigné et ensoleillé. « Cet endroit te va bien. Il n'est pas seulement beau, il respire avec toi. » Sylvia hocha la tête. «
c'est le premier endroit où j'ai jamais vécu qui ne résonne pas. Plus tard dans la soirée, elles s'assirent sur le balcon avec des assiettes de riz jollof épicé et de poulet grillé, regardant le soleil sombrer derrière le paysage urbain. Rosa prit une gorgée d'eau et demanda « Est-ce que tu penses encore à lui parfois ?» Sylvia réfléchit à la question. Pas à lui, plutôt. À la version de moi que j'étais quand j'étais avec lui. J'ai l'impression que c'est quelqu'un que j'ai connu. Rosa resta silencieuse un moment. J'avais peur que tu y retournes. Sylvia la regarda, stable. J'ai failli le faire. Jusqu'à ce que je réalise que je ne le pleurais pas lui. Je pleurais celle que j'étais avant qu'il ne m'éteigne. Rosa tendit la main et lui serra la sienne. Tu n'es plus éteinte, Syl. Tu rayonnes. Ce n'est pas la douleur qui te définit. C'est ce que tu en as fait. Sylvia cligna des yeux pour retenir une soudaine montée d'émotion. Tu as toujours su lire entre mes silences. Elle n'avait pas besoin d'en dire plus. La brise murmurait entre elles, légère et douce. Sylvia regarda les lumières de la ville s'allumer une par une et réalisa quelque chose de profond. Elle ne survivait plus. Elle commençait à vivre. Le ciel du soir était meurtri de pourpre et d'or alors que Maggie s'asseyait à côté de Sylvia sur la petite terrasse sur le toit du studio de design. C'était après les heures de travail et le dernier des stagiaires venait de partir. Le bourdonnement silencieux de Lagos au loin semblait plus doux de cette hauteur, comme une berceuse que la ville chantait rarement. Maggie avait apporté une bouteille de vin ananas gingembre et 2 gobelets en plastique, prétendant « Nous devons trinquer à quelque chose, même si nous l'inventons ». Sylvia sourit faiblement, ramenant ses genoux contre sa poitrine alors qu'elle enroulait un châle autour de ses épaules. À la survie, offrit-elle. Maggie secoua la tête, versant avec précaution. Non, à la renaissance. La survie donne l'impression que tu suffoquais. Toi, tu reconstruis. Elles firent teinter leurs gobelets et Sylvia sirota silencieusement, savourant la subtile brûlure de la boisson. Après une longue pause, Maggie jeta un coup d'œil de côté. Il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit, dit-elle, sa voix légèrement cassante. Le soir où tu m'as dit que tu allais le revoir, j'ai pleuré. Sylvia se tourna vers elle, surprise. Tu n'as jamais dit ça. Maggie fit un signe de tête tendue, les yeux brillants. Je pensais que j'allais te perdre. Pas à la mort, mais au doute. Je pensais que tu retournerais dans cette maison et que tu t'y laisserais à nouveau. Sa voix se brisa légèrement. Je suis resté dans ma cuisine, tenant mon téléphone, attendant d'entendre que quelque chose de terrible était arrivé. Et je me sentais inutile, complètement impuissante. Sylvia attrapa sa main, le cœur plein. Tu n'as jamais été inutile, Maggie. Tu as été ma boussole, même quand je ne savais pas quelle direction était l'avant. Maggie laissa échapper un rire tremblant. Tu avais l'air si forte, mais je te voyais rétrécir, Syl. Et maintenant, elle fit un geste vers le studio en dessous d'elle, vers Sylvia elle-même. Maintenant, je te vois reprendre de l'espace. Tu ne vis pas seulement, tu fleuris. Sylvia ne parla pas pendant un moment. Elle laissa les mots s'installer dans sa poitrine. Puis elle murmura. Je ne savais pas à quel point j'avais enterré de choses jusqu'à ce que je recommence à respirer. Maggie essuya sa joue et sourit. Alors trinquons à la respiration, et aux femmes qui refusent de rester brisées. Et sous ce ciel crépusculaire, elles s'assirent ensemble, 2 survivantes, 2 sœurs d'esprit, faisant teinter à nouveau leurs gobelets, non pas en deuil, mais en célébration. Marcus se pencha en arrière dans son fauteuil de bureau, les doigts joints sous son menton, alors qu'il examinait la dernière lettre du service juridique de l'hôpital. Sylvia était assise en face de lui, vêtue d'un chemisier bleu marine impeccable et d'un pantalon de tailleur, ses cheveux ramenés en un chignon bas. Elle avait l'air composée, mais ses doigts traçaient distraitement le bord de sa tasse de thé. Alors, demanda-t-elle. Marcus expira et posa les papiers sur la table entre eux. C'est officiel. La famille de Clifford a refusé d'engager des poursuites judiciaires. Compte tenu de son état de santé, ils ont accepté l'incident comme une crise de santé, plutôt que comme un événement criminel. Sylvia cligna des yeux, incertaine si ce qu'elle ressentait était du soulagement ou de l'ironie. Donc, il s'en sort librement? Physiquement, oui, dit Marcus. Mais légalement, il ne fera pas face à des accusations. Aucune preuve toxicologique ne liant de manière concluante l'incident à une intention, et avec sa déficience de mémoire. Il haussa les épaules. Il n'y a pas de poursuite à engager.
Sylvia hocha lentement la tête. Je m'y attendais. Honnêtement, je n'ai pas besoin qu'il soit puni. J'avais juste besoin qu'il arrête d'avoir du pouvoir sur moi. Marcus l'observa attentivement. Vous avez fait beaucoup de chemin, vous savez ça? Elle sourit faiblement. Je n'avais pas réalisé à quel point son ombre était lourde avant d'entrer dans ma propre lumière. Marcus lui tendit le dossier final. Votre nom a été entièrement dissocié de tout lien financier ou commercial persistant avec lui. Vous êtes libre. Sylvia ferma le dossier et le plaça dans son sac. Merci. Pour tout. Marcus hésita, puis demanda doucement. Avez-vous pensé à parler publiquement? Pas de lui. Juste de votre parcours? Sylvia rencontra ses yeux. Peut-être un jour. Pour l'instant, je veux juste la paix. Marcus se pencha en avant. Vous l'avez mérité. Et plus encore. Alors qu'elle se levait pour partir, il ajouta, certaines histoires n'ont pas besoin de salle d'audience. Elles ont besoin de guérison. Sylvia s'arrêta à la porte, sa main reposant sur le cadre. Il a essayé de m'effacer avec le silence. Mais maintenant, le silence que je porte est le mien, et il ne me fait plus peur. Elle entra dans le couloir, ses talons claquant contre le carrelage comme des points de ponctuation, à un chapitre qu'elle avait enfin clos. C'était un dimanche matin calme lorsque Sylvia s'assit à son bureau, la lumière du soleil se déversant sur une feuille de papier vierge comme une douce invitation. Elle avait évité cela pendant des semaines, mais quelque chose en elle l'appelait maintenant. Une lettre à son ancien elle. Pas pour le blâme, pas pour la pitié, mais pour la compréhension. Elle prit son stylo et écrivit, « Chère Sylvia », laissant l'encre couler librement. Tu étais si impatiente d'aimer que tu as oublié de protéger ta voix. Tu croyais que le compromis signifiait le silence, que rétrécir signifiait la sécurité. Tu ne savais pas que l'amour ne devrait jamais t'obliger à disparaître. Elle s'arrêta, retenant son émotion, puis continua. Tu as confondu la survie avec la paix. Mais même lorsque tu pleurais dans des salles de bain verrouillées et que tu marchais sur des œufs, tu te battais toujours en silence. Tu es sorti. Tu as trouvé de l'air. Tu ne t'es pas brisé. Tu as plié, mais tu t'es relevé. Et maintenant, tu deviens tout ce qu'on te disait que tu étais trop haut pour être. Sylvia posa le stylo et relut la lettre. Il y avait de la douleur dans ces lignes, mais aussi du pouvoir. Elle la plia soigneusement, la glissa dans une enveloppe et sortit dans la petite cour derrière son appartement. Là, elle alluma une seule allumette et regarda les bords se recroqueviller alors que la lettre brûlait. La fumée montait doucement, disparaissant dans le ciel du matin. Ce n'était pas un rituel de vengeance. C'était une libération finale. Elle n'avait plus besoin de garder cette version d'elle-même. Elle n'avait pas besoin d'archiver son chagrin. Elle en avait fini de porter le poids de qui elle avait dû être pour lui survivre. Plus tard dans la journée, alors qu'elle arrosait ses plantes et réagençait les meubles de son studio, elle se sentit plus légère, n'étant plus liée par de vieux reflets ou des chronologies brisées. Cette nuit-là, elle dormit les fenêtres ouvertes, l'air frais contre sa peau. Et dans ses rêves, elle ne courait pas. Elle ne se cachait pas. Elle se tenait debout, grande, pleine de souffle, pleine de voix, et enfin, pleinement elle-même. Une douce mélodie flottait depuis les haut-parleurs d'angle alors qu'une poignée des amis les plus proches de Sylvia se rassemblaient dans son studio. Le sol était débarrassé des tables à dessin et des plans pour la soirée. Des lumières jaunes chaudes pendaient des poutres du plafond, jetant une lueur dorée sur la pièce, maintenant décorée d'arrangements modestes de lys et d'eucalyptus. Il n'y avait pas de microphone, pas de traiteurs engagés, pas de discours excessifs, juste des rires, de la musique et de la nourriture faite maison soigneusement placée sur le buffet en bois. Maggie apporta sa célèbre soupe pimentée. Rosa prépara un gâteau à la banane dense. Karl, étonnamment, vint avec une glacière remplie de boissons et une bouteille de cidre pétillant. La célébration n'était pas bruyante, mais elle était pleine. Tu as vraiment transformé cet espace en quelque chose de sacré, dit Maggie en tendant une assiette à Sylvia. Sylvia sourit en la prenant, ses yeux parcourant le studio avec gratitude. Je pense que c'est lui qui m'a transformé en quelque chose de sacré d'abord. Rosa passa son bras sous le sien. Tu as fait ce dont la plupart des femmes ne font que rêver. Tu n'as pas seulement recommencé, tu as bien recommencé. Alors que la nuit s'étirait, les conversations se muaient en rire et en silence facile. La musique ralentit et les gens commencèrent à prendre place, certains sur des coussins de sol,
d'autres sur des chaises poussées sur le côté. Sylvia se tenait près des larges fenêtres, ses mains enroulées autour d'une tasse de thé au gingembre. Karl s'approcha d'elle et leva son verre. « À toi, dit-il, à la femme qui a reconstruit à partir des décombres et n'a pas perdu son âme. » Sylvia gloussa doucement. « J'ai failli, dit-elle, mais la perdre aurait signifié qu'il avait gagné. » Les invités commencèrent à partager des histoires, non seulement sur Sylvia, mais sur leur propre victoire silencieuse. Une femme parla d'avoir quitté des fiançailles qui vidaient son esprit. Une autre, une invitée plus âgée nommée Titi, partagea comment elle avait quitté un mariage de 30 ans avec seulement un sac et une Bible. Chaque voix ajoutait au cœur de la résilience. Sylvia écoutait, émue, mais aussi humble. Il ne s'agissait pas d'être sous les projecteurs. Il s'agissait d'espace pour ressentir, pour respirer, pour s'élever. Vers minuit, alors que les invités commençaient à partir, Maggie s'attarda. « Pas de bougie, pas de souhait, taquina-t-elle. Sylvia secoua la tête, ouvrant plutôt les fenêtres. Son calme est le souhait, et il s'est déjà réalisé. Puis, sans cérémonie, elle éteignit les lumières et se tint dans le noir, non pas perdue, mais entière. Le lendemain matin apporta un calme qui n'était pas vide, mais vivant. Sylvia sortit sur son balcon avec un verre d'eau citronnée, la ville encore à moitié endormie sous la rougeur de l'aube. Les oiseaux pépiaient depuis un toit voisin, et quelque part au loin, une cloche d'église sonnait doucement. Elle regarda l'horizon, non pas comme une toile de fond à sa douleur, mais comme un horizon assez large pour contenir sa guérison. Elle pensa à la femme qu'elle avait été, celle qui croyait autrefois que sa voix était un handicap, qui avait appris à s'excuser pour son ton, son volume, ses opinions. Cette femme était entrée dans un mariage et s'était lentement effacée, croyant que le calme était de l'amour et l'endurance de la loyauté. Mais cette femme s'était aussi relevée, et c'était cette ascension que Sylvia honorait maintenant. Elle ouvrit son carnet, non pas pour écrire sa douleur, mais pour écrire sa vérité en pleine floraison. Certaines personnes essaieront de t'éteindre, non pas parce que tu es trop brillante, mais parce que leur monde n'a pas de place pour la lumière. Elle s'arrêta, laissant les mots reposer. Puis, pour la première fois depuis des années, elle écrivit son nom complet en cursive audacieuse, Sylvia Amaka Okafor. Elle le souligna, non pas pour l'emphase, mais pour l'affirmation. Elle pensa à Clifford, non pas avec amertume, mais comme une ombre lointaine qui ne s'attardait plus. Il avait avalé son propre silence, et ce faisant, avait perdu l'accès à une voix qu'il avait essayé de détruire. L'ironie était lourde, mais pas cruelle. C'était simplement juste. Sylvia se leva et retourna à l'intérieur, ouvrant grand les rideaux. La lumière entra à flot, sans entrave. Sur le mur au-dessus de sa table à dessin, elle épingla une simple note de sa propre écriture. Il a essayé d'empoisonner ma voix, mais à la place, il a avalé la vérité. Il n'y aurait pas de tournée de vengeance, pas de mémoire de rage. Son histoire était déjà suffisante. Elle en était la preuve. Et chaque souffle qu'elle prenait en liberté était plus fort que le silence qu'il exigeait autrefois. Alors que la ville s'éveillait à la vie sous sa fenêtre, Sylvia ne chuchotait pas, ne se cachait pas. Elle se tenait dans la lumière et se laissait exister, pleinement, sans peur, enfin. Voici le verset biblique pour l'histoire. Ésaïe 54, verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Application à l'histoire. La voix de Sylvia a été ciblée, sa force manipulée, et son esprit presque brisé. Pourtant, à la fin, l'arme même conçue pour la réduire au silence s'est retournée contre son accusateur. Sans vengeance, elle a triomphé. Sans amertume, elle a guéri. Le verset parle directement de son parcours, de la protection divine sur son identité et sa dignité. Et de la justification éventuelle qui vient non pas par la force, mais par la vérité et l'endurance. Morale de l'histoire. Vous n'avez pas été créé pour rétrécir en présence de la cruauté. Quand quelqu'un craint votre voix, ce n'est pas votre silence qu'il mérite. C'est votre distance. L'amour ne devrait pas se faire au détriment de l'identité. Le respect n'exige pas le silence. La violence psychologique se cache souvent sous le charme, la nostalgie et la culpabilité manipulée. Mais la guérison commence au moment où vous choisissez d'écouter votre voix intérieure plutôt que le contrôle externe. L'histoire de Sylvia n'est pas seulement une question d'évasion, c'est une question de résurrection.
Sa force n'a pas été trouvée en criant ou en ripostant, mais en s'éloignant, en se tenant droit et en choisissant de reconstruire. La vengeance la plus puissante est la paix, et la victoire la plus éclatante se trouve dans la restauration tranquille. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un like, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications de publication pour être averti lorsque nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.